Bonsoir, chers participants, collègues et amis, mesdames et messieurs. Je me présente, je suis Saad Araqi, directeur de la recherche à SK École de Management. C'est un honneur et privilège de vous souhaiter la bienvenue à notre premier webinaire d'une série bimensuelle qui réunira les esprits les plus brillants pour discuter de questions parfois urgentes qui comptent pour notre région. Notre objectif est de collaborer avec les universités, les écoles de commerce, comme aujourd'hui Rennes School of Business, mais aussi avec le monde de l'industrie et des affaires, ainsi que les décideurs politiques et responsables des NGO nationales et internationales. Et cela pour relever ensemble des défis spécifiques en matière d'innovation, de développement économique et de mondialisation. Donc, sans tarder, je cède la parole à mon collègue et ami Majid Delraï, qui facilitera notre premier webinaire qui traite des enjeux climatiques en agriculture. À toi, cher Majid. Merci Cessad. Je suis votre hôte aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet crucial qui concerne non seulement l'avenir de notre planète, mais également la sécurité alimentaire. L'agriculture est un secteur qui contribue de manière significative au changement climatique. Nous le savons, mais qui est également affecté par ce changement climatique. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette affectation. Mais aujourd'hui, il participe également à travers l'utilisation des combustibles fossiles dans les pratiques agricoles. Il participe également à travers la production de méthane par les animaux d'élevage, essentiellement les bovins. Nous sommes consommateurs de viande, beaucoup plus qu'avant, et ça a un impact énorme en termes de changement climatique. L'utilisation d'engrais, le labourage, etc. 14%, c'est le chiffre retenu à peu près de l'impact, je dirais, la contribution des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture. Donc ça, c'est 14%, ce qui est relativement significatif et qui correspond pratiquement à la part du transport, qui lui utilise beaucoup d'énergie fossile. En même temps, le changement climatique a également un impact sur l'agriculture avec des phénomènes tels que la sécheresse, les températures extrêmes, les événements météorologiques imprévisibles et qui peuvent affecter la production alimentaire. Ce webinaire est consacré aux enjeux climatiques en agriculture avec un focus particulier sur la gestion des risques climatiques en agriculture par les gouvernements, par les opérateurs, par les petits agriculteurs, mais également par les opérateurs financiers, banques, assurances et fonds d'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises agricoles en raison des incertitudes climatiques qui sont de plus en plus croissantes. Donc, la variabilité des conditions météorologiques, on en parlera. Les phénomènes extrêmes, on en parlera également, qui perturbent la chaîne d'approvisionnement alimentaire et parfois la sécurité alimentaire, et également mettent en danger l'économie de manière l'économie agricole. Il est donc essentiel pour nous d'explorer les stratégies de gestion du risque climatique et d'analyser les politiques et les mécanismes de financement qui permettront aux acteurs de l'agroalimentaire de faire face à cette incertitude. Donc voilà un petit peu ce que nous allons toucher de manière globale. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir des experts reconnus au niveau de l'agriculture et au niveau des prévisions, au niveau des modélisations également. Nous avons également avec nous des représentants de l'industrie agroalimentaire et nous avons également des économistes agricoles. Nous cherchons à stimuler une discussion constructive et éclairée en mettant en lumière les meilleures pratiques, les innovations, les mesures concrètes prises ou à prendre dans l'avenir pour relever ces défis complexes. Donc, sans trop tarder, je voudrais introduire nos 4 intervenants. Il s'agit de M. Hassan Benanis Meres, qui est président de l'ASU Group. Il s'agit également de Dr Kamal Aberkani, qui lui est professeur à l'université Mohamed Ier dans l'Oriental. Il s'agit également de nos amis de la Business School, de Rennes Business School, à savoir M. Guillaume Bagnarosa,
qui lui est professeur associé et directeur agribusiness au sein de la Rennes School of Business. Il s'agit également de Yuan Loeak, qui lui est professeur associé à Rennes Business School. Tous sont des spécialistes et en fonction des questions qu'on leur posera, pourront répondre aisément. Alors, nous avons structuré notre discussion autour de 4 axes que nous allons énumérer et qui vont arriver successivement. Le premier axe, qui prendra à peu près une vingtaine de minutes, sera un axe axé sur l'impact du changement climatique. Le deuxième, c'est la gestion du risque climatique. Et le troisième, c'est les perspectives d'avenir en parlant des stratégies publiques d'adaptation, en parlant d'innovation, en parlant d'accompagnement dans la transition, l'accompagnement des petits agriculteurs dans cette transition, l'accès au marché, le consommateur, les barrières non tarifaires, les labels, etc. Donc voilà, c'est 3 parties. Une, c'est l'impact. La deuxième, c'est le risque. La troisième, c'est les perspectives. Donc, sans trop tarder, je voudrais aborder la première partie, qui est l'impact du changement climatique, et un petit peu regarder l'état des lieux, des filières agricoles affectées, celles qui sont affectées par je dirais, par le changement climatique. Donc, je donnerai la parole, si vous le voulez bien, à un professionnel, qui se dit agriculteur, mais il est président d'un grand groupe agroalimentaire, c'est M. Qassem Benanis Meles. Benanis Meles, à votre avis, quels sont les principaux impacts qui ont touché, ou les impacts du changement climatique qui touchent votre business, votre agribusiness exactement? Merci Majid. Si vous permettez, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, c'est Qassem Benanis Meles. Je dirige un groupe au Maroc qui a le nom français de Delassus, qui était à l'origine une boîte créée par des Bretons installés au Maroc et repris par la famille il y a quelques décennies. Ce groupe est spécialisé dans la production et l'exploitation de fruits et légumes, en particulier tomates cerises, agrumes, fleurs coupées, avocats et raisins. Nous sommes dans plusieurs régions du Maroc et pour ma part, ça fait 35 ans que je travaille ici. Et pendant ce temps-là, j'ai assisté effectivement à ce que c'était que le changement climatique et l'installation un peu plus durable de la sécheresse. Alors, la question, c'était quelles sont les régions quels sont les principaux impacts? Les principaux impacts, je pense que le premier impact au niveau du Maroc, et d'ailleurs pas qu'au Maroc aujourd'hui, c'est pratiquement dans le monde, on l'a vu l'été dernier, c'est l'impact de la sécheresse. Les ressources en eau sont de plus en plus limitées, la consommation augmente et on a des endroits qui étaient réputés être complètement protégés par le problème de la sécheresse qui ont vécu des phénomènes incroyables l'année dernière. Et malheureusement, l'été approche et on a bien peur de revivre les mêmes scénarios. Et ça, c'est le côté impact direct pour nous en tant qu'agriculteurs, c'est l'accès à l'eau. Donc, parfois, on a des solutions, parfois, on n'en a pas. On en parlera. La deuxième chose, c'est tout ce qui est changement climatique, c'est-à-dire différence dans le climat, climat atypique, le froid quand on est censé avoir chaud, le chaud quand il est censé avoir froid. Et là, ça aussi, surtout dans la partie, que ce soit dans la tomate ou dans la partie arboricole, les impacts sont très forts en termes de perte de productivité. Je pourrais vous donner des exemples pour vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est que vous m'aviez parlé de certaines photos qui montrent bien cette problématique de déficit hydrique. Vous pouvez les présenter si vous les avez, ça serait avec grand plaisir. Et si vous avez des chiffres sur cet impact-là, comment sur votre chiffre d'affaires, est-ce que vous le ressentez réellement ou vous arrivez quand même à compenser par autre chose? Alors, je vais commencer par la dernière question. Les chiffres, non. D'abord, dans le monde entier, l'agriculteur est très têtu. J'ai pas de cravate aujourd'hui, mais j'ai beau être un agriculteur en cravate, je fais partie des agriculteurs. Et l'agriculteur est têtu, mais en même temps, il vit d'espoir. Et d'ailleurs, il y a un dicton en arabe que j'adore, c'est
alhamdoulilah, à octobre. C'est-à-dire grâce à Dieu que le mois d'octobre existe. Et chaque année, le mois d'octobre, on recommence la saison bourré d'espoir que les choses vont se passer mieux que l'année d'avant. Alors, on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles, clairement, mais là, je voulais vous présenter un projet. On a un projet qu'on a lancé il y a 30 ans de pompage d'eau dans l'un des fleuves les plus importants du Maroc, qui a un très joli nom, qui s'appelle Oumarber, la mer du printemps, et dans lequel, évidemment, on pensait jamais qu'on allait avoir un problème de pompage. Ce point de pompage, il est juste avant l'embouchure. Donc, nous, on pompe de l'eau qui virtuellement allait à la mer, et c'était pour notre exploitation de fleurs, mais également l'année dernière, on a eu l'immense surprise, je vais vous montrer les photos. Donc ça, c'est Oumarber juste avant l'embouchure, donc quand on avait de l'eau. Et l'été dernier, au mois de juillet, on avait ça. Donc littéralement, on pouvait traverser à pied. Le point de pompage où on pompait, c'est là. Donc on s'est jamais soucié qu'on allait avoir un souci de pompage. Et en juillet 2022, on avait ça. Donc, pour vous dire que cette problématique, ce n'est pas juste une manière de parler, mais c'est des choses qui affectent beaucoup. Dans la région de Beni Mellal, par exemple, on a un très grand barrage qui s'est asséché. Des milliers d'hectares étaient irrigués à partir de ce barrage. Du jour au lendemain, les autorités ont été obligées d'arrêter la distribution de l'eau. Et les gens qui avaient des puits à 60, 70 mètres, 80 mètres, du jour au lendemain, littéralement, je parle dans l'espace de 15 jours, il n'y avait plus d'eau. Parce que tout le monde a pompé, il n'y en avait plus et il n'y avait pas d'eau du barrage. Donc, c'était le drame avec des milliers d'hectares qui ont été arrachés dans l'arboriculture. Et voilà. Donc, ça, c'est un très gros souci qui touche le Maroc, en plus du changement climatique. Je pourrais donner des chiffres qui ont été annoncés cette semaine. Dans les années 60, on avait pratiquement disponibilité d'eau quelques 2500 mètres cubes par habitant par an. Dans les années 2000, on était arrivé à quelque chose comme 1000 et aujourd'hui, on est à 600. Donc, on est vraiment en dessous, on est dans la rareté, on est rentré dans la rareté. C'est très bien, je donnerai la parole à Kamel Abelkani pour compléter peut-être avec d'autres filières agricoles qui ont été affectées au Maroc et on donnera la parole également à Guillaume pour parler de la partie européenne ou la partie française qui, je pense, a subi les mêmes impacts. Voilà, merci Majid pour la présentation. Donc, merci Qassem. Je vais peut-être compléter ce qu'il a été dit par Qassem parce que c'est un producteur qui connaît très très bien son métier. Et voilà. Donc, moi je me présente. Je suis professeur Abelkani de la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohamed Ier. Donc, moi je travaille. C'est vrai, je suis aussi un fils d'agriculteur, mais voilà, j'ai poursuivi mes études en agronomie. Et voilà, je sais de quoi il s'agit dans le terrain, surtout chez les petits et moyens producteurs. Alors, le problème d'eau, c'est vrai, on a commencé à en parler, ça fait, moi je dirais, 3-4 ans. Et là, vraiment, c'est devenu sérieux. Je pense que tout le monde parle de cette problématique-là, qui n'est pas seulement un problème de l'agriculture, mais je peux dire que c'est un problème qui a bouleversé toute une économie. Parce que là, on parle de l'agriculture, on parle de l'économie, on parle aussi de la sécurité, disons, de l'eau. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Donc, il y a compétition entre l'eau potable et l'eau pour l'irrigation. Alors, ce que je veux compléter, ce qui a été dit par Qassem, c'est vrai, maintenant, notre État marocain, je vais parler plus d'un point de vue stratégique et politique peut-être, politique agricole, notre politique agricole d'ici 2030-2040. Alors, comme vous savez que le Maroc, il a 2 programmes de Maroc vert et le programme de Génération Green. C'est vrai que ces programmes, ils ont été, disons, fondés dans des conditions où on avait de l'eau
tout va bien et tout ça. Donc là, maintenant, on a un problème, c'est comme un GPS qui va vous dire, OK, vous avez 10 km pour arriver à la destination. Mais là, vous lopez le chemin, donc ils disent la recalculation. Donc, il faut recalculer maintenant notre destination. Donc, je peux pas dire que l'année prochaine, il y aura pas de précipitation, il y aura pas d'eau. Mais les gens qui sont dans la bioclimatologie, les gens qui sont dans tout ce qui est bioclimatologie, tout ce qui est changement climatique, on a une tendance au Maroc, on a une diminution. Une diminution parce que l'eau, on a les eaux de surface, on a les eaux souterraines. Maintenant, on commence à en parler de système de dessalement. C'est vrai, donc les eaux de surface, maintenant, on a un problème. Il y a un autre problème, c'est que les eaux souterraines, maintenant, surtout les petits moyens producteurs, ils vont partir pour aller chercher cette eau-là. Et comme vous avez vu, disons maintenant, c'est interdit par l'État il faut avoir des autorisations vraiment pour aller chercher cette eau-là. Parce que sinon, la nappe phréatique, le problème, c'est que lorsque on va disons, épuiser notre nappe phréatique, ce n'est pas une question de 1 an, 2 ans, ça va revenir. Hein. Ça prend 200, 300 ans pour que ça revienne. C'est pour ça l'État marocain, il insiste sur le système de dessalement de la mer, pas le système de dessalement des eaux souterraines. Même si les eaux souterraines, ça va coûter moins cher parce que des fois on trouve 5 grammes, 6 grammes, mais l'eau de la mer, elle coûte plus cher parce que l'eau de mer, on a plus de sources. Donc, je ne vais pas parler plus techniquement, juste compléter ce qui a été dit par Qassem. C'est vrai, on a cette problématique-là. Et à l'échelle internationale, peut-être tout à l'heure, je vais parler avec les partenaires, les collègues français. C'est vrai, ce n'est pas le Maroc qui est affecté par cette problématique-là, mais presque tout le bassin méditerranéen, il a été affecté. Donc, voilà. Très bien. Guillaume, qu'en est-il de la partie française européenne? Comment vous ressentez ces changements climatiques au niveau de... Alors, en effet, là, on a pas mal parlé de tout ce qui est sécheresse. Donc, on a été impacté en 2022 par la sécheresse de manière assez diverse en fonction des cultures, avec le maïs qui a été beaucoup plus impacté que les autres cultures. Mais ce qui est intéressant, c'est que le changement climatique ne touche pas uniquement en fait, la quantité d'eau disponible. Mais il y a parfois, comme le disait tout à l'heure Monsieur Benanis Mires, c'est qu'il y a l'effet opposé, c'est-à-dire parfois trop de précipitations quand on ne devrait pas avoir autant de précipitations. Et ce qui s'est passé, on peut prendre un exemple qui est un peu plus ancien, en 2016, ça a été un lessivage des sols en France suite à de trop fortes pluies. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé l'une des plus faibles productions de blé en France et ça a vraiment eu des conséquences dramatiques. Alors, c'est un assez bon exemple parce que je pense que en fait, la manière dont le réchauffement climatique et le changement climatique va impacter l'agriculture est multiforme. Et c'est pour ça que se concentrer sur la gestion de l'eau, c'est quelque chose de primordial, mais il va y avoir d'autres aspects. Donc, les excès d'eau, les présences, donc il va y avoir beaucoup plus d'extrêmes avec des gels qui sont aussi plus fréquents. Alors nous, on en souffre beaucoup au niveau des vignes, de tout ce qui est culture fruitière. On est beaucoup plus impacté et on a eu en fait des hivers qui ont énormément et des débuts de printemps qui ont subi des gelées. Alors la gelée au niveau risque climatique, c'est encore plus difficile à modéliser que la précipitation. Donc c'est pour vous dire ensuite au niveau assurance, on parlera, je sais, de cette gestion du risque par la suite. C'est encore plus dur à modéliser. Donc à couvrir. Mais il y a d'autres aspects, je pense, qui sont liés au climat et que souvent, on ne relie pas directement. Pourtant, en fait, pas mal d'agriculteurs en parlent et aujourd'hui, en France, on en parle de plus en plus, c'est la pression parasitaire. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de virus qui se développent parce que l'hiver est moins froid, donc des virus persistent et en fait s'installent. Et on constate que, par exemple, alors je sais que dans les pays africains, on a souvent mis en lien le taux d'humidité, les fortes températures avec les invasions de criquets. Il y a aussi en France… Oui. Et donc en France, de notre côté, nous, par exemple, aujourd'hui, on a été énormément touchés sur la culture de la betterave par la jaunisse, le virus de la jaunisse. Et pas mal d'agriculteurs en fait relient ça à un décalage au niveau et à une augmentation de la période de chaleur sur les cultures de betteraves qui aurait facilité en fait l'installation de sulfureuses. Donc je pense qu'en fait le réchauffement climatique, ou plutôt on va dire le changement climatique, va être polyforme.
et impacter de manière totalement différente certaines cultures. Et c'est là où ça va devenir de plus en plus dur pour les entreprises, en fait, pour se repérer. Alors, les entreprises de l'agroalimentaire et les agriculteurs, bien évidemment. Mais en fait, pour toutes les filières, ça va être extrêmement difficile de se repérer. Et donc, il est nécessaire de mettre en place des outils d'adaptation. Et c'est ce sur quoi on travaille ici, notamment à Rennes Club Business. Très bien, très bien. Je pense que cette partie-là a bien été couverte de manière… c'est une introduction, ça nous permet de juste situer un petit peu la difficulté. Nous rentrons dans une ère un petit peu qu'on appellerait VUCA, avec très volatile, très incertain, très ambigu, etc., même en agriculture. Donc, autant vous dire que les repères d'antan ne sont plus là. Et l'agriculture, par essence et par culture, hérite un petit peu des façons de faire en général, et même je dirais l'innovation s'installe progressivement. Nous ne sommes pas dans des milieux de rupture. On peut l'être, mais ce n'est pas avec les agriculteurs, c'est avec des gens qui viennent avec des business models nouveaux. La question pour moi va au-delà. C'est une question je dirais, de souveraineté alimentaire qui se pose réellement. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, si on prend l'eau, le Maroc, si on a perdu en volume d'eau par personne et par an, c'est parce qu'on a aussi une poussée démographique très, très, très importante. Lorsque vous prenez un pays européen, en général, la population est stagnante. Et donc, c'est un effet qui reste lié à des aspects qui sont purement climatologiques, alors qu'ici, c'est le climat plus la pression démographique qui vient s'installer en plus. Donc, il y a un besoin en eau dans les villes qui fait qu'il y a très peu d'eau. Et comment trancher? Est-ce qu'on va trancher entre l'export ou on va trancher par l'approvisionnement en eau des villes? Et aujourd'hui, ce problème-là se pose vraiment de manière assez cruciale. Et je pense qu'on ne peut pas faire le court-circuit entre ce que j'appellerais la souveraineté alimentaire et les problèmes d'agriculture en tant que telle. Et donc, cette souveraineté alimentaire est liée aussi à l'eau, mais à l'eau que les personnes boivent au-delà de l'eau qui est disponible pour l'agriculture. Est-ce que vous avez, avant de finir, boucler, peut-être Qassem, tu peux y aller hein, si tu as… Il y a évidemment, il n'y a pas photo. Quand ça m'est allé voir on est allé voir en association les autorités pour leur dire ah, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait et tout. Le gouverneur en question dit vous n'avez plus d'eau pour votre ferme. Moi, j'ai des milliers de gens à qui je dois donner à boire cet été. Et bien sûr, c'est de loin la priorité numéro 1, il n'y a pas photo. Maintenant, il faut savoir que les barrages, initialement, ils étaient faits pour l'agriculture, parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'approvisionnement en eau des villes. Je pense que le Maroc a beaucoup tardé pour le dessalement des projets de dessalement. Et c'est bien malheureux parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les bouchées d'eau, ça coûte plus cher et on est en retard. Le parfait exemple, c'est la station de dessalement qui a été initiée il y a plus de 12 ans par l'actuel chef de gouvernement, M. Akhnouch. Quand il a lancé, c'était un projet fou. C'est la plus grande station mixte de dessalement d'eau de mer du monde. Elle approvisionne la ville d'Agadir et elle approvisionne 10 000 hectares de serres en parallèle. Et elle a été mise en service juste l'année dernière, en pleine sécheresse, et c'était vraiment une bénédiction. Ça a permis de sauver des centaines de milliers d'emplois, de sauver des devises, de continuer à exporter, etc. Casablanca, il y a un grand projet qui est lancé, mais qui a été lancé il y a quelques mois, donc il faut encore attendre 4 ou 5 ans avant la mise en marche. Tout ça pour pouvoir approvisionner l'eau des villes. Il y a un projet d'amener d'eau, une autoroute de l'eau qui est en train d'être fait dans la précipitation également, depuis les barrages du nord vers les barrages du sud. Donc, tout ça, je pense qu'on a un gouvernement qui est en train de réagir autant qu'il peut, mais malheureusement avec 10 ans de retard, et en mettant les moyens pour pouvoir y parvenir, parce que l'année dernière, c'est le cas de vous dire, on a eu chaud. En été dernier, on a eu chaud pour la population. Exactement. Et après,
Tout à l'heure, je veux bien parler de la consommation de l'eau pour les produits à l'export, puisque vous avez parlé de l'export par rapport à l'eau. Donc, la Exactement. population d'abord, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on doit exporter ou pas des produits agricoles au Maroc? Ben, j'ai ma petite idée. Oui, bien sûr. Non, non, on en parlera parce que c'est crucial. Mais c'est juste pour planter le décor par rapport à nos amis du Nord, où la problématique ne se pose pas en parallèle avec je dirais la pression démographique. Donc, notre pression démographique en Afrique en général est un paramètre très important. Alors, si je peux me permettre, on a quand même aujourd'hui en France, hein, on se pose aussi cette question. Alors, pas forcément sur la démographie, mais on commence vraiment à mettre en avant les profils de consommation des différents utilisateurs finaux et à mettre en place des systèmes de taxation qui permettraient de surtaxer en fait les gros consommateurs d'eau qui dépassent une consommation naturelle, enfin nécessaire à la survie en fait de certains territoires. Exactement. Notre problème qui a été soulevé par Qassem Bedan Esmeres, c'est que réellement, chez nous au Maroc, quand il y avait beaucoup de barrages, il y avait un excédent d'eau et moins de population, et qu'on donnait l'eau à l'agriculture, l'eau était, je dirais, pas rationalisée. Et donc, quand elle n'était pas rationalisée, les gens utilisaient, c'était un prix très bas, les gens l'utilisaient à tort et à travers, et on se retrouvait, alors que des groupes, justement, comme de la SU, etc., ont certainement commencé parce qu'il y avait une question de rentabilité. Mais les grandes terres céréalières, etc., bah, c'est de l'eau qui à tout bout de champ. Et que ce soit la betterave, etc. Et donc, on a perdu énormément, alors qu'aujourd'hui, le prix du mètre cube est très faible, très, très faible. Et cette taxation devrait venir, et je pense aujourd'hui, le prix du dessalement… Aujourd'hui, il a augmenté, mais à l'époque, c'était 1 centime d'euro, 2 centimes d'euros le mètre cube. C'était dérisoire, et donc ça a encouragé le gaspillage à tour de bras. Et aujourd'hui, le prix du dessalement, c'est 7 fois plus. Hein. On est en retard, mais c'est en plus très cher. Et donc il y a vraiment un problème d'anticipation. Et c'est là, je fais le lien avec la gestion du risque climatique et je fais le lien avec, dans cette deuxième partie du risque climatique, je voudrais un petit peu parler de certaines choses, parler des mesures prises par les gouvernements. Et justement, l'eau était un exemple, hein, quelle politique de l'eau, etc. Mais on peut parler de quelle politique pour les agrumes, je dirais pour les céréales et tout autre. Nous discuterons également des prises de risque au niveau des entreprises. Et je voudrais aussi qu'on parle du volet financier. On parle aussi des risques pris par les banques. Donc, la gestion du risque par les banques, par les assurances, et également par les fonds d'investissement qui viennent risquer à ce niveau-là. Donc, sans trop tarder, je voudrais donner la parole peut-être à Guillaume, hein, s'il veut bien prendre la parole, pour parler un peu des mesures prises actuellement par un gouvernement comme le gouvernement français vis-à-vis de ces effets de changement climatique. Alors, merci beaucoup. Donc, alors effectivement, on a connu des changements récemment sur les politiques de couverture du risque climatique en France et en Europe de manière générale. Il y avait un problème qui se posait auparavant, et je pense que ça, tous les pays y font face, c'est ce qu'on appelle le dilemme du Samaritain, c'est-à-dire que on avait tendance en France à intervenir à chaque fois que les agriculteurs descendaient dans la rue et manifestaient. Alors, je travaille notamment avec l'INRAE ici. Quand vous commencez à publier des articles en disant il faut se méfier parce que plus on va aider les gens, moins ils vont chercher à s'adapter. Au début, on avait du mal à nous écouter. Maintenant, on nous a pas mal entendu parce qu'on a été défendre un peu cette thèse au Sénat, et en disant que l'un des gros problèmes de ce dilemme du Samaritain, c'est-à-dire qu'on crée une zone grise, en fin de compte, dans le moment où allait intervenir l'État. Et donc, l'agriculteur se disait, bon, est-ce que moi, je vais… on va dire, optimiser ma consommation d'eau, par exemple, ou bien est-ce que je vais me couvrir à l'aide d'assurance alors que je sais que l'État va intervenir si jamais il y a une forte vague de chaleur qui va impacter ma production. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est pas tellement qu'on voulait baisser les aides des agriculteurs. C'est plus ce qu'on voulait, c'était rationaliser la manière dont on intervenait pour aider les agriculteurs à avoir des outils
et en fait à prendre de bonnes décisions pour se couvrir. Et donc, je vais vous expliquer ce qui a été proposé au gouvernement français et ce qui a été retenu récemment, il y a 4 mois, par le président de la République. C'est de très clairement maintenant spécifier que les aides ne seraient apportées que pour les agriculteurs qui ont mis en place, par exemple, des couvertures sur les assurances climatiques et les assurances récoltes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez, auparavant, le gouvernement prenait, disons, 90% des pertes agricoles en cas de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, le gouvernement a très clairement fixé les règles, c'est-à-dire qu'on ne prendra que 45% des pertes agricoles si l'agriculteur ne s'est pas couvert à l'aide d'assurance climatique ou d'assurance récolte. À l'inverse, s'il s'est couvert à l'aide d'assurance climatique et d'assurance récolte, en cas d'extrême sécheresse qui impacterait également les compagnies d'assurance, bien évidemment, eh bien, le gouvernement sera prêt à prendre 90% des pertes agricoles au niveau des fermes et des productions des unités agricoles. Donc, en fait, qu'est-ce que ça crée? Déjà, on cherche à développer beaucoup plus notre système de couverture du risque climatique en France et à pousser en fin de compte les agriculteurs à aller vers des sociétés d'assurance pour valoriser le risque, montrer combien ça coûte de se couvrir et combien ça coûte aussi au gouvernement de couvrir ces risques auprès de l'agriculteur. Donc, on a ce souci aujourd'hui d'aider à développer un système de gestion du risque au niveau local et aussi au niveau international. Alors, l'autre intérêt de développer les assurances, c'est que les assurances peuvent aussi, par le biais des chambres d'agriculture en France, donner des conseils pour améliorer la gestion de l'eau, améliorer les cultures, les rotations de cultures. Donc, il y a différentes solutions aussi pour, on va dire, diminuer l'impact climatique sur les récoltes, en échange de quoi les primes de risque diminueraient. Donc, l'idée aujourd'hui sur laquelle nous, on travaille, c'est de se dire comment on pourrait mettre des conditions au niveau des agriculteurs, donc les pratiques agricoles des agriculteurs, afin de diminuer leur sensibilité au risque climatique tout en leur assurant une couverture à l'aide des assurances et de la couverture risques extrêmes et catastrophes naturelles du gouvernement. Donc, en fait, je pense qu'il y a tout un panel d'outils qu'on peut utiliser et qu'il faut combiner en fin de compte pour faire face au risque. Il n'y en aura pas qu'un seul où on va chercher à résoudre des micro-problèmes. Il faut aussi créer une dynamique du risque et une gestion du risque et un business autour du risque et de la gestion du risque pour qu'en fait l'innovation naisse. Si l'État couvre tous les risques, on aura du mal à créer cette innovation et à pousser en fait les agriculteurs à changer de méthode. Donc, sur ce dilemme du Samaritain, on va voir un petit peu le dilemme de l'agriculteur marocain avec Si Kamel Abdelkani. Est-ce que tu peux parler des politiques marocaines dans la gestion du risque climatique? Oui, bon, je vais parler peut-être sur des actions qui ont été menées par l'État marocain et comme je disais tout à l'heure sur toute cette mobilisation de fonds pour avoir des autoroutes d'eau, d'avoir des systèmes de dessalement. C'est vrai, je suis d'accord avec les collègues, avec Qassem, lorsqu'il a dit c'est vrai, on est en retard, hein, on est en retard. Parce que vous avez vu la station d'Almeria en Espagne, parce que moi je suis à côté, à Nador, et la station d'Almeria, quand même, c'est une grande station de dessalement qui a été mise en place, ça fait longtemps, et je pense que c'est le moment d'avoir ces installations, parce que le fait de lancer le marché, ça prend beaucoup de temps pour avoir, disons, le système. Ce sont des processus qui prennent beaucoup de temps. OK, ça au niveau d'infrastructure. Là, on parle de la politique marocaine concernant surtout le ministère de l'Agriculture. Il a mobilisé des fonds pour aider les producteurs. Je peux dire il y a un peu de sensibilité par rapport à comment utiliser l'eau, etc. Mais ce sont des fonds, par exemple, de donner de l'orge, de donner pour les animaux et tout ça. Donc, moi, je peux dire que ça, ce sont des actions de maintenance, d'accord? On maintient parce qu'on a un problème, donc on maintient. Maintenant, on commence à parler un peu de la politique de la digitalisation dans l'agriculture. On commence à entendre parler par les satellites, par les drones, par tout ça. Donc, je pense que le gouvernement marocain et le ministère de l'Agriculture, ils s'engagent dans la digitalisation. Peut-être qu'on va donner plus vers la fin, parler de cette digitalisation. C'est vrai, on a les capteurs, on a les drones, on a les satellites, mais comment on va sensibiliser nos petits producteurs et moyens producteurs? Parce qu'au Maroc, on a 3 types de producteurs. On a les producteurs, voilà, des grands comptes ou bien des grands producteurs comme Delassus et les autres entreprises.
qui font de l'export et qui font. On a le moyen producteur, vraiment, qui arrive avec quand même une production locale et des fois même avec des agrégations pour l'export, mais on a le petit producteur aussi. Je n'ai pas de chiffre exact, mais je peux dire que le petit et moyen producteur, c'est 70% des producteurs marocains. Et c'est eux qui consomment plus d'eau. Si on parle de high-tech, du high-tech ou bien du transfert de technologie, c'est plus vers les grands comptes, comme dit la SUS. La SUS va accepter plus la technologie, va l'acheter rapidement parce qu'ils font du business, ils font de l'export, ils font, vous voyez. Mais pour un petit producteur et moyen producteur, comment je vais le convaincre avec un système de digitalisation, par exemple? OK. Donc, disons que je suis un spécialiste dans la recherche et développement parce que c'est vrai, la recherche, on publie des articles dans Nature, dans Q1, Q2, etc. Mais maintenant, on est en train de parler de R&D appliqué chez le producteur. Je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience. Je suis un coordonnateur de master et j'ai des étudiants que vraiment je mets en place chez les producteurs, chez vraiment le moyen et le petit producteur. Parce que si on veut faire de la recherche, il faut la faire chez le petit et le moyen, sur large scale. On ne va pas le faire dans une petite parcelle et aller peut-être voir M. Qassem, il va dire, ah bah écoute, tu as telle technologie. Il faut que je l'exerce chez lui parce que le producteur, il faut qu'il voit ça chez lui. C'est large scale. Et je le dis toujours pour les institutions de recherche. Alors, pour revenir à la question, parce que je suis en train d'ouvrir peut-être des points de discussion peut-être on le plus verra tard. dans le troisième axe. Voilà. Et oui, c'est vrai, il y a une politique. Oui, il y a une politique. Je ne vais pas critiquer la politique, mais on est plus dans le début d'une politique agricole de water management, parce qu'on n'a pas vraiment une politique de water management. Là, on n'est pas en train de parler juste d'un ministère, mais ce sont plusieurs ministères qui se sont mis ensemble, parce que là, on n'est pas en train de parler que de l'agriculture. On est en train de parler de l'économie et du social, parce qu'on a le petit producteur. S'il a des revenus, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'a pas d'agriculture, alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Merci, merci. En tous les cas, aborder cette question des politiques publiques nécessite un débat en tant que tel. Si Qassem, tu veux intervenir? Une petite précision, J'allais te donner en tous les cas, là, tu fais le lien, j'allais te donner la parole pour parler des entreprises. Et comment elles intègrent le risque. politique publique, je voudrais quand même enfin souligner qu'on a la MAMDA, donc l'assurance agricole, qui couvre des risques climatiques et en particulier la sécheresse pour, je ne sais pas quel pourcentage de gens qui font les céréales, mais c'est de plus en plus répandu, d'autant plus que cette assurance, elle est subventionnée par le ministère de l'Agriculture. On y reviendra aussi. C'est la dernière question de pardon. On y reviendra. C'est la dernière. Alors, toi, en tant que président d'une entreprise agricole ou agroalimentaire, comment vous intégrez la dimension du risque climatique dans votre planification stratégique et dans les décisions d'investissement? Il y a des décisions, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais? Donc, quel est déjà, bien sûr, on prend un top de l'agroalimentaire, ce n'est pas le cas des 70%, 80% des agriculteurs, mais je voudrais aussi voir comment tu t'adaptes à ces risques-là et comment tu anticipes un petit peu les risques futurs. Franchement, je pense qu'un industriel qui évaluerait les risques de l'agriculteur n'aurait jamais investi dans l'agriculture. Parce qu'effectivement, on a tous les risques de l'industriel, plus beaucoup d'autres risques, et en particulier maintenant, le changement climatique, dont on n'a pas vraiment parlé, hein, mais on a surtout parlé de la sécheresse. Et bien sûr, l'agriculture demande de gros moyens, et le risque que l'on prend aujourd'hui est de plus en plus important. Donc, on essaie de faire des études sur les disponibilités en eau avant de se lancer. Mais clairement, aujourd'hui, on se pose des questions. Dans la zone d'Agadir, où on a accès à l'eau de dessalement, c'est plus rassurant. Il y a un magnifique projet qui va être mis en place dans le sud de Marocain, à côté de Dakhla, 5000 hectares, basé sur l'eau de dessalement, qui elle-même est alimentée en énergie verte. Donc ça va être vraiment un projet phare, mais qui va être, j'imagine, qui va démarrer dans 3-4 ans. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire qui nous rassurent par rapport à nos investissements. Et je dois dire qu'on prend plus de risques qu'avant. Effectivement, on prend plus de risques qu'avant et ça fait un peu peur de temps en temps, même souvent, mais on n'a pas vraiment le choix. On est au milieu
On est au milieu du fleuve, même si ça sèche un peu. Hassan, c'est pour te narguer un petit peu. Et si, Nargue. oui, et si on demandait aux plus grands producteurs de financer leur station d'eau de dessalement? Est-ce Écoute, que c'est c'est quelque chose qui pas, est c'est pas nargué. Nous, envisageable? dans la région que je vous ai montrée, là où on a plus d'eau, ben aujourd'hui, on est retourné au pompage. On pompe de l'eau très salée, puisqu'on est en bord de mer. Et on a installé nos propres unités de dessalement. On a 700 personnes qui travaillent là-bas. C'est inimaginable d'arrêter. Oui. Donc, Et effectivement, ça, c'est valable quand tu es dans des zones côtières. c'est ça. Dans les zones à Marrakech, par exemple, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, je disais toujours, mes petits-enfants, ils allaient dire qu'est-ce qu'il était bête, mon grand-père, enfin, de planter des arbres à Marrakech dans les années 2000. Mais je pensais que ça, c'est une réflexion de 2050 ou 2070. Et Ouais, aujourd'hui, on est en 2023 et on se dit, mais vraiment, est-ce qu'on n'est pas fou de planter des arbres à Marrakech? c'est ça. Il y a un problème. Alors, je vais m'adresser maintenant peut-être à Guillaume. Quels sont les outils et les modèles disponibles? Comment est-ce que vous avez une modélisation de ces risques, etc., dans l'agriculture? Oui, alors, la manière dont on approche, il y a deux choses qui sont importantes de distinguer. La première chose, c'est le risque qui va être un risque de corrélation, c'est-à-dire la probabilité pour que des zones entières soient touchées par des vagues de chaleur et le réchauffement climatique à long terme. Et c'est deux modélisations complètement différentes. Donc, il va y avoir des modèles qui vont reposer sur les prévisions du GIEC, qui sont des prévisions sans probabilité. Donc, c'est assez difficile aussi d'anticiper quel va être l'impact sur l'agriculture jusqu'en 2050. Mais il y a des études qui sont faites là-dessus. Nous, on a travaillé beaucoup plus sur la valorisation des assurances et on travaille avec des coopératives ici pour aider à valoriser les assurances, à savoir combien devrait payer, combien doit payer un agriculteur pour se couvrir contre une diminution de leur rendement. Et pour cela, on fait appel à des modèles qui sont assez différents en fin de compte. On fait appel à des modèles qui sont des modèles d'actuariat et en fait, l'actuariat ne repose pas forcément sur de la prévision à long terme. L'actuariat, ce qu'il cherche à faire, c'est plutôt mieux comprendre les dépendances qui existent entre les différentes régions. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à savoir, c'est quelle est la probabilité pour l'agriculteur A et l'agriculteur B de faire une mauvaise année au même moment. Et en fait, c'est l'élément clé, c'est-à-dire de jouer beaucoup plus sur la diversification que sur la prévision. Et ça, c'est des modèles, nous, qu'on a énormément favorisés. Alors, il y a d'autres études, il y a l'INRAE et chez RSP qui travaillent sur prévoir la production jusqu'en 2050 et comment évaluer. Elle va évoluer en fonction des régions. Mais nous, pour le moment, ce qu'on a énormément développé pour les entreprises, c'est plus de savoir comment elles peuvent diversifier leurs risques, sans vendre de boules de cristal où on leur dit on sait exactement où on se trouvera en 2050. D'autant plus que quand on fait des prévisions à 2050, le plus important, ce n'est pas tellement le point d'arrivée, mais c'est surtout le chemin qu'on va emprunter pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus dur à modéliser. Donc, on ne rentre pas dans ce type de recherche. On est plutôt, en tout cas personnellement, moi, je travaille sur de la valorisation de risque spatial et comment il évolue au fil du temps. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que du coup, ça pousse à se poser des questions pertinentes au niveau des producteurs et des entreprises. Notamment, comment diversifier son risque au sein d'une entreprise? C'est par une diversification spatiale et se faire produire. Par exemple, on avait travaillé avec une entreprise en Tunisie qui produisait de l'huile d'olive. Et un des modèles qu'on avait développé pour eux, c'était de prendre en considération le fait qu'ils pouvaient s'approvisionner en Italie, en Espagne. Et donc, diversifier leur risque spatial et climatique en allant chercher des olives un peu plus loin. Mais là, du coup, on se heurte à un nouveau problème qui est, mais à ce moment-là, j'ai mon empreinte carbone qui a tendance à augmenter. Donc, on voit qu'en fin de compte, la gestion du risque climatique, ce n'est pas si évident. La façon de s'adapter au risque climatique va potentiellement impacter la manière dont vous modifiez votre empreinte carbone ou votre empreinte environnementale. Donc, on a levé dans des articles ces problématiques-là. Moi, la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est que pour gérer ce risque, il faut beaucoup plus d'unité. Et je fais juste une parenthèse, mais ce qui se passe aujourd'hui, nous en Europe, c'est le conflit en Ukraine, qui est dramatique pour l'agriculture, mais bien évidemment pour toutes ces populations qui se battent pour leur liberté. Mais aujourd'hui, ça crée des murs où le climat, lui, ne s'arrêtera pas à une frontière entre l'Ukraine, la Russie et l'Europe. Donc, au lieu de se souder les coudes, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a un comportement, et c'est ce qui me fait peur, c'est qu'au niveau alimentaire,
il ne faut pas chercher justement à fermer les portes. Il faut qu'on soit tous ensemble pour diversifier ce risque climatique. Sinon, en fait, la diversification spatiale n'existe pas. Et nous, ce qu'on préconise aujourd'hui beaucoup en Europe, c'est que la PAC soit, au lieu d'être une PAC qui est orientée vers les pays et qui demande aux pays de gérer leurs risques, comme le fait l'Espagne, l'Italie, la France, individuellement, on essaye de pousser pour que cette gestion du risque soit beaucoup plus globale, pour qu'on profite des modèles de diversification et qu'on diversifie le risque climatique français avec le risque climatique roumain, avec le risque climatique italien, espagnol et ainsi de suite. Et je pense que pour tous les pays d'Afrique, il serait intéressant pour les pays méditerranéens de se poser la question comment tous ensemble, puisque la France également, on pourrait mettre en place des politiques de diversification autour de la Méditerranée de ce risque climatique. Et je crois beaucoup plus à une gestion, une adaptation et une gestion du risque par la diversification que par la prévision et les modifications de. Je pense qu'il faut les deux volets. Mais aujourd'hui, clairement, les Nations Unies ont mentionné le fait que on ne travaillait pas assez sur les méthodes d'adaptation et les méthodes de résilience, en fin de compte, au risque climatique. On regarde beaucoup comment on impacte l'environnement, on change nos comportements, on essaye de s'adapter pour diminuer notre impact, mais comment on s'adapte et comment les entreprises vont gérer le risque climatique, comment les agriculteurs vont gérer le risque climatique. Aujourd'hui, il y a très peu de recherche et c'est un des sujets sur lesquels on travaille énormément. Je pense que c'est une coopération Nord-Sud qui devrait être instaurée. On serait plus qu'intéressés si vous voulez qu'on travaille sur ça et qu'on puisse soumettre des propositions de partenariat à l'Union européenne ou plutôt la Méditerranée. Oui, avec plaisir, tout à fait. Très bien. Est-ce que Kamal, tu voudrais intervenir à ce niveau-là? Ce qui a été dit par Guillaume, c'est intéressant vers la fin, comme quand il a mentionné que c'est vrai, il y a peu d'études qui ont été réalisées sur les mécanismes que les entreprises ou les institutions vont faire pour faire face à la sécheresse, si j'ai bien compris. Donc, c'est vrai. Maintenant, je vais juste donner un exemple. Les entreprises au Maroc qui amènent des semences, par exemple au Maroc, la majorité des entreprises, ils prennent en considération juste le caractère qualité, le caractère résistance aux maladies, etc. Mais la question qui se pose, est-ce que ces entreprises devraient avoir des départements R&D ou de recherche pour voir si c'est possible d'amener des semences à la sécheresse? D'ailleurs, là, je vais parler d'un projet européen que je travaille avec des collègues d'Italie et turcs. Alors, on est en train de tester une quarantaine de semences, bien de génotypes de eggplants, d'aubergines, et on essaie de voir leur tolérance à la sécheresse. Et d'ailleurs, on a réduit 60% d'eau et on a eu 5 ou 6 génotypes qui tolèrent la sécheresse. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est très important maintenant. Donc, ça, ce sont des semences qui ont été faites en Europe, mais qui sont testées sur le territoire marocain, parce que c'est quand même des conditions qui sont extrêmes. Donc là, on est en train de parler de la relation Nord-Sud. Et ça, c'est dans le cadre de projets européens, comme FOSC, comme Horizon, comme Prima. Donc, ça, c'est intéressant. Et dans ce genre de projet, dans ces actions, l'Union européenne, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on cherche des projets qui ont un impact sur disons, sur l'Union européenne et sur l'Afrique, sur la question d'eau. Alors là, il n'y a pas que les universités qui s'intègrent à cette politique-là de recherche, mais il y a les entreprises, il y a des gens de socio-économistes qui font des études, etc. Donc, ce sont des pratiques où, je veux dire, ce sont une gestion, pas une gestion, c'est intégré, c'est une vision intégrée avec plusieurs partenaires et plusieurs pays sur la problématique d'eau. Voilà. Très bien. Je pense qu'un des points qui m'a toujours… j'ai visité l'an dernier la Hollande, les Pays-Bas, et un des points importants qu'ils ont, c'est cette idée le modèle de triple hélice, où ils travaillent gouvernement, industrie et université, main dans la main. C'est-à-dire que tous leurs projets sont pris dans cette hélice-là. Et donc, cette triple hélice est intéressante et je pense qu'on a intérêt à offrir des sujets aux opérateurs qui soient des sujets
qui intéressent directement l'opérateur, pour le mettre dans le bain, au lieu de travailler directement juste entre industrie ou entre universitaires plutôt. Donc, il nous reste encore, je dirais, 15 minutes. Je voudrais juste qu'on termine cette partie-là. Et la question que je poserai, c'est par rapport soit au financement dédié par les banques spécialisées dans l'agriculture. Donc, est-ce qu'elles sont suffisantes? Et voir aussi le volet assurance. Est-ce que les assurances sont quelque chose d'important dans ce changement climatique ou de manière générale, non, elles ne le sont pas et il y a d'autres solutions. Je lance cette question-là. À qui voudrait bien la prendre? Qassem, je vois ton bras. Est-ce que c'est… vous voulez prendre la parole? Pardon, je me grattais la tête, mais si tu veux, je peux juste essayer. Il y a effectivement un système d'assurance qui est relativement intéressant, surtout qu'il est subventionné, mais il est surtout pour les risques de tempête, de grêle et de sécheresse pour la partie de l'agriculture. Dans le cas des agrumes, l'impact du changement climatique est qu'on a des changements de température qui arrivent de manière très brutale. Et au moment de la nouaison, donc au moment où le fruit se constitue, il peut faire chaud, d'un coup il peut faire froid, et par réflexe, l'arbre, pour se défendre, il fait chuter les fruits pour pouvoir se défendre contre ce changement. Et ce qui fait qu'on a des rendements qui sont beaucoup plus faibles que quand on n'avait pas ce problème de changement climatique. Et là par contre, il n'y a pas d'assurance. En ce qui concerne le financement, il y a les petits agriculteurs qui sont soutenus par le Crédit Agricole au Maroc. Ils n'arrivent pas toujours à rembourser leurs prêts, mais la banque est là pour soutenir tous ces petits agriculteurs, et heureusement qu'elle est là. Et pour les grands, on est tenu à donner des garanties et on est tenu à rembourser nos prêts, bien entendu. Et parfois, il y a des problèmes, et puis la banque, surtout la partie des banques agricoles, peuvent donner des facilités pour étalement, mais bon, ça reste quand même un risque très compliqué et qui est complètement sur les épaules du producteur. Alors, on va aborder, sauf si Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense que… Alors, premièrement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Madji, par rapport à la relation avec les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut ce triptyque entreprise, gouvernement, recherche, et qu'on fasse de la recherche qui directement réponde à des problèmes d'entreprise. La manière dont on a procédé, nous, en France, c'est qu'on a des financements, aujourd'hui, qu'on appelle des financements CIFRE. On a des thésards qu'on supervise et qu'on place en fait au sein des entreprises pour développer des méthodes qui permettent de répondre aux problèmes des entreprises tout en faisant de la recherche académique, donc en présentant en conférences, etc. Donc là, on a mis en place, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un vrai besoin au niveau du risque climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais encore ce matin avec une entreprise qui me demandait au niveau du lait, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une couverture sur la production laitière et les prairies en Bretagne par le biais d'assurance, mais aussi comment elle pourrait mesurer, elle, sa sensibilité au risque climatique. Donc, on a déjà plusieurs financements, en fait, qui nous viennent, nous, des entreprises. On en a déjà eu 6 thèses, donc 6 thèses autour de ces thématiques de gestion du risque au sein des entreprises. Alors, par rapport au financement, je peux parler d'un projet qu'on avait mis, on a collaboré avec Banque Colombia en Colombie, où on avait travaillé justement sur la modélisation et les recommandations. On travaillait avec un fonds d'investissement qui fait du microcrédit. Et donc, on a commencé à travailler avec eux sur comment faciliter le financement des agriculteurs. Parce qu'en fait, la FAO a très clairement montré qu'il y avait une forte baisse des financements des petits agriculteurs dans les pays en développement, en raison principalement du risque climatique qui est croissant et les banques qui n'ont pas les outils forcément pour gérer ce risque climatique. C'est-à-dire, autant les assurances sont bien équipées face au risque climatique, les banques, elles, ne pensent pas forcément en risque spatial de cette manière ou modélisation climatique. Bon, elles sont aujourd'hui en train d'investir énormément là-dessus. Mais on avait travaillé avec eux et en fait, ce qu'on avait mis en place, c'était par exemple une stratégie de développement et d'octroi de crédit qui était liée à la contribution marginale de chacun des agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le taux qui était demandé pour chaque agriculteur était fonction de
la possibilité de diversification que pouvait apporter un agriculteur à la banque. Et donc, on avait mis en place un modèle climatique qui disait et qui prenait en compte des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que si vous étiez producteur de café sur un pan de la montagne et producteur de café sur l'autre pan de la montagne ou de plantain, et ben en fin de compte, l'effet de diversification était assez différent. Donc, c'était un effet de diversification, encore une fois, géographique, et ensuite, un effet de diversification sur les cultures. Donc, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'en fait, on a pu mettre en place derrière une stratégie climatique pour cette branche de financement microcrédit de la Banque Colombia. Et on leur a proposé des diversifications dans le nord, le sud, pour faciliter le développement commercial. Donc, on a mis en perspective le développement commercial avec le risque climatique. C'est-à-dire que c'est aux commerciaux d'aller démarcher des diversifiants climatiques pour l'entreprise et de faciliter, de diminuer les coûts de financement de ces agriculteurs afin de augmenter la capacité de financement de la banque au niveau national. Et je pense qu'en fait, avec ces pratiques de faire rentrer le risque climatique dans les entreprises, demander à avoir des managers du risque climatique dans les entreprises, progressivement, les entreprises vont faire rentrer au niveau stratégique le risque climatique et prendre des décisions optimales par rapport à cette gestion du risque. Mais il faut des gens qui aient cette capacité à l'analyser et à le transformer en chiffres et à le rapporter en fait au manager, quoi. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pense on a beaucoup d'efforts à faire au niveau académique et je pense que c'est des sujets assez intéressants pour les entreprises, en tout cas, qui les attirent beaucoup. Je pense que ça mérite une petite réunion à part pour parler de tout ça et voir un petit peu quel type de collaboration on peut avoir, nord-sud, etc. Je voudrais, il nous reste encore peut-être 10 minutes, un peu plus, passer au troisième axe qui est celui de la perspective, le futur. Comment le monde doit être, comment on va disons, je dirais pas le monde, mais comment, en tant qu'agriculteur, nous allons aborder le futur. Alors, un des points cruciaux parmi ces contraintes, le premier, c'est l'innovation. Comment nous allons innover? D'accord. Le deuxième, c'est de parler du marché, parce que c'est le marché qui gouverne tout ça. Sans marché, nous n'avons rien. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu quelle politique est en train de mettre en place l'Union européenne en termes de barrières non tarifaires et plus particulièrement en termes de taxe carbone. Avant, moi, j'ai assisté aux barrières non tarifaires du style qualité, puis c'est parti à la traçabilité, et maintenant, on se retrouve avec la taxe carbone. Et je voudrais voir aussi la perception, et là, c'est dans ce cadre-là que je voudrais faire intervenir Monsieur Loec, qui est resté très silencieux, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et on lui donnera le maximum de temps. Donc, c'est lui qui interviendra en premier et on interviendra après pour compléter soit à travers l'innovation, soit à travers les taxes. Donc, la perception du consommateur. Aujourd'hui, quel est le shift qui est en train de se mettre en place, au-delà, bien sûr, de tout ce qui peut être loi et contrainte? Alors je pourrais parler du consommateur européen. Alors, ce serait très intéressant. J'ai pas d'éléments sur le consommateur marocain. Je pense qu'il y aurait des choses vraiment passionnantes par rapport aux perceptions des informations. Le transfert qui s'opère, alors dans une période aujourd'hui assez difficile, puisque on est impacté par, alors, à la suite de l'épidémie de Covid et les tensions géopolitiques, à une inflation grandissante qui vient un peu modifier la donne, avec des visions à court terme qui vont prendre le dessus, mais potentiellement ça ne peut être que ponctuel. On est passé de préoccupations santé, l'aspect nutritionnel reste le plus important parce qu'il concerne les gens directement, il reste encore quelque chose de très prégnant aux considérations environnementales. Alors elles vont passer par plein de signaux, hein.
Aujourd'hui, le label vers lequel les gens auront le plus confiance en termes d'environnement, ce sera l'agriculture biologique. Sans pour autant que les gens sachent exactement ce qu'il y a derrière. Les gens le font pour leur santé, hein, plus que pour l'environnement. Mais en percevant finalement sur eux, parce que c'est quand on perçoit sur soi les problèmes que finalement on est le plus apte à réagir, en percevant le manque d'eau, la hausse des prix sur certains produits alimentaires, parce que, je prends l'exemple de toutes les pêches, nectarines, etc. L'année dernière, par exemple, en France, il y a eu parce qu'il y a eu un gel précoce, un gel tardif, il y a eu moins de fruits et les prix ont énormément grimpé, ce qui fait que les gens en ont potentiellement moins consommé, et ils ont perçu que dans cette période où c'est un fruit de saison, il est cher et il n'y en a pas beaucoup. Donc on va insister beaucoup sur ces éléments. Aujourd'hui, au niveau français ou européen, on n'entre pas dans des systèmes de taxation ou des choses comme ça. On fait de la prévention sur manger des produits de saison, notamment végétaux, de saison. Et j'aurais tendance à dire, et on va voir un peu ce qui se passe. Sur les sensibilités, juste pour terminer là-dessus, et c'est intéressant en termes d'échanges internationaux aussi, ça concernera plus particulièrement M. Kassem qui exporte des produits en Europe. Les gens vont dire qu'ils préfèrent des produits locaux. Alors, si c'est plus cher, c'est embêtant. Donc, ils font un arbitrage après entre ce que les gens déclarent à l'entrée d'un supermarché et ce qu'ils font à l'intérieur. Il y a des différences assez importantes. Et ils essayent de faire en sorte que l'enquêteur ne les attrape pas à la sortie du supermarché pour vérifier s'ils ont bien fait ce qu'ils avaient déclaré. Et bon, c'est comme ça. Donc on va regarder le côté local sans trop savoir exactement ce que ça recouvre, et les produits d'agriculture biologique. Et puis, mais là on est vraiment sur des nouvelles données. Je travaille actuellement sur un projet qui est en lien avec une information liée à l'eau, à la qualité de l'eau, donc des produits alimentaires qui sont faits de telle façon qu'ils préservent la qualité de l'eau d'une zone de captage. Et on se rend très rapidement compte que c'est une information qui est trop complexe pour le consommateur. Se dire que gérer l'eau, c'est aussi très important, et que donc potentiellement il pourrait avoir un consentement à payer pour des produits alimentaires qui eux-mêmes préservent l'eau, ça devient un petit peu complexe pour le consommateur. En tout cas, il ne fait pas le lien entre tous ces éléments. Pour terminer, puis je reviendrai en fonction des questions, une des issues, et ça enchaîne sur les thématiques que vous avez ensuite, une des issues pour gérer les problèmes dans la sphère de la production, c'est l'innovation et les technologies, et arrive l'acceptabilité qu'ont les consommateurs ou citoyens de cette technologie. Et en fait, ce qui va être très important à ce moment-là, c'est l'innovation, la technologie, ok, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle est là pour me rassurer? Est-ce qu'elle est là pour augmenter des rendements sans forcément que moi j'en vois un bénéfice
soit directe, soit indirecte. Et donc, la communication là va être fondamentale. Juste à titre d'exemple, aujourd'hui, sur l'Union européenne, on est en train de... Alors, on nous demande plein de rapports, là, c'est le temps chaud pour qu'il y ait une décision qui soit prise, hein, puisque a été voté il y a 2 ans un règlement qui dit que les nouvelles techniques génomiques de modification des plantes sont des OGM, et une partie de la sphère économique dit bah non, ce n'est pas des OGM parce que on ne modifie pas une plante avec un gène d'une autre espèce, mais on reste à l'intérieur d'une espèce. Donc, c'est toutes les new breeding techniques avec CRISPR-Cas9, etc. Et la grande question, c'est est-ce que ça va être accepté du côté des consommateurs? Et donc, si c'est rejeté, on va retrouver les effets OGM, ce qui s'est passé, une interdiction des produits, en tout cas en Europe. Et ça pose plein de questions par ailleurs. Et donc, tout est lié, la perception des événements climatiques, que les gens voient à travers les prix ou la disponibilité des produits, et ce qu'ils sont prêts à faire, à accepter pour des améliorations, pour des progrès. Très bien. Donc, je donnerai la parole à Sibnane Esmirz, peut-être qu'il pourrait nous éclairer sur 2 choses, et ça sera en conclusion à chaque fois. Je demanderai à chacun de vous d'intervenir, mais pour conclure, pour donner la parole à l'audience et réagir en fonction des questions qui seront posées. Sibnane Esmirz, il y a 2 éléments importants. Je voudrais avoir ton avis sur les innovations. On le laissera en dernier. Le deuxième, c'est par rapport à l'impact carbone des marchandises que vous vendez en Europe, et dans quelle mesure justement notre empreinte carbone est faible, et dans quelle mesure on peut profiter de cette faiblesse de l'empreinte carbone pour justement s'installer un peu plus sereinement au niveau du marché européen. Et le troisième, c'est par rapport à ce que vous aviez cité tout à l'heure, et je pense que c'est le moment d'en parler, c'est l'eau qu'on exporte ou qu'on n'exporte pas. Ça serait intéressant peut-être de parler maintenant. Bon, je vais essayer de le faire rapide. Il y a quelques années, une grande chaîne anglaise avait comme idée de mettre un label sur tous les produits qu'ils vendaient avec l'empreinte carbone. Nous avons demandé de faire l'étude et on a trouvé que notre tomate vendue en Angleterre était autour de 1 kg de carbone pour 1 kg de tomate, ce qui déjà paraît très important, et dont la moitié venait du transport. Quand ils ont fait la même chose avec les producteurs locaux anglais et hollandais, leur empreinte carbone était de 7 kg. Ils utilisent beaucoup d'énergie, le chauffage, le CO2, et ça, c'est encore pire aujourd'hui avec l'évolution des prix. Donc, oui, on peut dire la marchandise vient de loin, ce n'est pas écologique, mais en fait, c'est encore moins écologique d'essayer de faire pousser des tomates dans un environnement très rude en utilisant des pratiques qui sont très consommatrices en énergie. Effectivement. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne qui tourne un petit peu pour des producteurs de tomates françaises qui se plaignent des tomates marocaines, dont je ne fais pas partie parce que je n'exporte pas en France. Mais en fait, quand on regarde les commentaires des vidéos qui tournent, le consommateur il dit ben oui, évidemment, entre une tomate marocaine à 2 € qui a un meilleur goût parce qu'elle est produite avec du soleil et une tomate française à 5 €, je préfère acheter une tomate à 2 €. Et comme a dit Louen, effectivement, entre la théorie et les bons voeux des consommateurs et la réalité, et la théorie, les bons voeux des consommateurs et la réalité de l'économie actuelle, ben, les gens ils préfèrent acheter ce qui est évidemment moins coûteux. Et je comprends les producteurs français, c'est dur, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est la réalité du marché. Donc ça, c'est par rapport, en tout cas, en ce qui concerne la tomate, et surtout la tomate produite dans le Nord, effectivement, le Maroc a des atouts, et l'Espagne aussi, sauf que l'Espagne est moins compétitive que nous, et a des atouts à valoriser, et ce serait bien d'en fait, comme disait Guillaume, c'est une sorte de guerre globale contre le changement climatique. On doit produire là où on impacte le moins
pour pouvoir essayer d'avoir une chance d'avoir un effet sur l'impact climatique. La deuxième question, c'était par rapport donc, aux technologies. Oui, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont de plus en plus accessibles, les utilisations de drones, d'images satellites, on va parler tout à l'heure, je crois, dans le séminaire, d'images satellites qui peuvent aider l'agriculteur à savoir quelles sont les parcelles qui sont suffisamment irriguées, pas suffisamment irriguées, donc ils peuvent nous guider dans nos choix d'irrigation et baisser la consommation de l'eau. Il y a des sondes qui mesurent l'humidité du sol. Il y a de plus en plus d'outils technologiques qui vont nous aider à baisser la consommation de l'eau. Mais même si on la baisse, c'est évidemment très consommateur en eau. Maintenant, je vais conclure par une grande fausse idée qui tourne au Maroc et parfois en Europe en disant « Ah, le Maroc est un produit qui est en sécheresse et il exporte son eau ». Alors, au dernier salon de l'agriculture du Maroc, il y avait une magnifique présentation de la Banque mondiale et je vais vous partager une slide rapidement et je vais essayer de vous la commenter encore plus rapidement si je la retrouve mince. Voilà. Voilà, en fait, le Maroc utilise 35 milliards de mètres cubes d'eau pour son agriculture annuellement. Dans ces 35 milliards, il y a 5% de cette eau qui est actuellement exportée, environ 2 milliards. En plus de ça, on importe 20 milliards de mètres cubes d'eau en blé, oléagineux et tous les produits agricoles qu'on importe également. Donc, en réalité, notre balance en eau, elle est largement bénéficiaire et la partie exportée est minime par rapport à ce qui est utilisé pour l'agriculture locale. Et en plus, ce qu'on importe en eau, donc bénéfique pour le Maroc, est largement supérieur à ce qu'on exporte en eau, qui en termes de valorisation du mètre cube, est beaucoup plus important que ce qu'on importe ou que ce qu'on produit même localement. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'exportation de produits agricoles au Maroc, on parle également littéralement de centaines de milliers de familles qui sont sédentarisées dans les milieux ruraux et qui vivent de cette agriculture. On parle de gros sous en devises fortes qui est très important pour le Maroc. C'est des rentrées de devises. Et donc, il y a un côté socio-économique énorme qui soutient cette industrie. Et donc, finalement, l'impact en eau n'est pas aussi grave que ce qu'on peut le laisser croire en disant « Ah, on exporte de la tomate et des avocats, c'est un scandale, on n'a pas d'eau ici. » Donc, ça, c'est la slide qu'avait présenté le représentant de la Banque mondiale lors du dernier salon. Et il avait également conclu qu'en fait, quand on compare l'eau exportée avec les fruits et légumes frais et les agrumes, elle est valorisée 8 fois plus en dirhams au mètre cube que l'eau que l'on importe dans les céréales et l'alimentation animale et l'oléagineux. Donc, si vous voulez, quand on parle de balance import-export en eau, que ce soit en quantité ou en valeur, il n'y a pas photo, on est de très loin bénéficiaire. J'ai voulu parler vite parce que je sais qu'on est à la fin. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que j'ai dit. Merci. Très bien. Il y aura peut-être des questions plus tard. Si Abdelkani, voulez-vous conclure? Oui, ben en fait, je veux conclure sur un point, ce qui est, on parle maintenant de l'Integrate Water Management Policy, ou la gestion intégrée de solutions d'eau. C'est comme on a dit, on parlait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années sur l'IPM, Integrate Pest Management, parce qu'on avait ce problème de pesticides et tout ça. Donc, on commençait à parler de la lutte intégrée, de Integrate Pest Management. Alors maintenant, je pense que on a cherché dans la littérature, mais on ne trouve pas beaucoup de ce concept-là de Integrate Water Management. C'est que il faut pas voir, je pense, la filière, ou bien parce que l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le maraîchage. Il y a le maraîchage, il y a la production animale, il y a les plantes médicinales, il y a plusieurs filières. Hein. Et alors, il faut pas voir, moi je pense que la solution à la fois, il faut pas qu'on regarde juste les satellites, les dessalements, il y a plusieurs pratiques agricoles qui peuvent nous, qui peuvent nous amener à économiser beaucoup d'eau. On parle par exemple du microbiome, on parle des microbiotas, on parle des mycorhizes.
Il y a maintenant tout ce qui a un rapport avec la microbiologie du sol. Il y a des bactéries, des fois, maintenant, ils arrivent à, comment dire, à éviter ou bien à mettre un système pour éviter le drainage de l'eau, ou bien reconstruire la structure et la texture du sol. Et ça, c'est vraiment du côté production. Hein. Mais il y a aussi, dans cette politique-là de gestion intégrée, il y a aussi le côté transformation et côté aussi consommation. Science de la consommation. Est-ce que j'ai l'intérêt, par exemple, de manger le pastèque? Est-ce que j'ai l'intérêt de manger, par exemple, la tomate, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de cette réflexion de gestion intégrée. Donc il y a des gens, je pense, qui font des sciences de la consommation qui devraient aussi s'intégrer à cette pratique-là. Il y a la partie génétique aussi. La partie génétique qui est très importante parce que maintenant, si on regarde dans la littérature scientifique, on trouve des travaux de recherche qui ont été réalisés sur la génétique. Et moi, des fois, je dis, parce que récemment, il y avait un communiqué du ministère qui dit comme quoi le Maroc, il a développé 6 génotypes avec l'ICARDA, avec l'Institut international des zones désertiques. Oui, c'est vrai, la génétique il prend beaucoup de temps. Il faut attendre 10 ans, 15 ans dans les laboratoires pour développer des semences. Mais il y a des semences qui existent dans le monde. Il faut juste faire une politique d'adaptation, de chercher à adapter par exemple les variétés qui viennent d'un autre pays, qui ont déjà essayé et voir leur marché. Il y a la piste de semi-direct. Là, on est en train de parler de semi-direct des céréales. Il y a, à l'horizon 2030, il y a une politique de 1 million d'hectares. Donc ça renforce la sécurité alimentaire. Donc, sans tarder, je pense que, comme ils disent les Anglais, we have to see the whole things. C'est-à-dire, la chaîne, il ne faut pas voir juste une spécialité. Je pense qu'il faut voir une vision globale et je vais terminer avec ça aussi. Je pense que là, on n'est pas dans le cadre de sensibilisation. Peut-être que je vais être un peu dur, mais je pense qu'il faut avoir une policy. C'est-à-dire, OK, si tu consommes de l'eau, tu vas payer cher. Ou bien, si tu fais une telle production, donc il y a des taxes. Donc, le système de taxe eau. On a parlé de taxe carbone. Là, je pense que la législation devra changer dans le sens pour protéger nos producteurs, parce qu'il y a des producteurs, il y a des infrastructures qui sont déjà mises, comme Qassem avec Delassus, disons, quand tu plantes des arbres, il faut attendre 5 ans pour avoir la récolte. Donc ça, c'est un investissement. Alors, il faut assurer ces gens-là de donner l'eau. Je pense qu'il faut donner l'eau pour, je ne dis pas pour Qassem, mais pour les gens qui ont des arbres fruitières, au lieu de donner, par exemple, pour des productions que peut-être on n'a pas besoin d'en faire. Donc voilà, donc je termine et je vous remercie sur votre réflexion. Okay. Je retiens l'approche systémique que tu proposes, professeur Abelkani, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un point, c'est sur l'écosystème et l'approche écosystémique qui permettrait justement de mieux. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que d'une collaboration justement qui ferait intervenir les 3 composantes, à savoir l'État, l'industrie, mais également l'université. Il faut que l'université mette les pieds là où il faut, avec, comme tu disais tout à l'heure, des expériences à grande échelle. Et je sais que tu en as fait à très, très grande échelle, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Je donnerai le mot de la fin pour notre ami Guillaume, pour nous dire ce qu'il en pense de tout ça et quel horizon, quelle perspective future. Merci. Alors, moi, juste très rapidement, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais je pense que pour ouvrir le débat, au lieu de le fermer avec une conclusion, c'est qu'on continue aujourd'hui à traiter des problèmes qui vont se concentrer sur la gestion de l'eau, qui vont se concentrer sur la gestion alimentaire, qui vont se concentrer sur la gestion énergétique. Aujourd'hui, clairement, on voit des flux de recherche et des entreprises qui se posent la question de manière beaucoup plus globale. Et je pense qu'il faut regarder un triptyque maintenant, des ressources naturelles. Il ne faut plus se dire on va résoudre le problème de l'eau et ensuite on va résoudre le problème de la taxe carbone et ensuite il faut commencer à se poser des questions qui permettent de résoudre les problèmes, de manière beaucoup plus globale. Donc par exemple, je prendrai un exemple, mais c'est aujourd'hui on travaille avec l'Italie sur un projet, et le CNRS, sur un projet d'agrovoltaïque. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer en même temps l'eau,
produire de l'énergie et en même temps diminuer l'impact climatique sur la nourriture à l'aide de panneaux solaires qui s'autorégulent et qui, à l'aide de sorte d'intelligence artificielle, gèrent un peu les 3 paramètres de manière optimisée. Et je dis ça parce que souvent au niveau politique, on a tendance à gérer un problème et à laisser filer l'autre et ensuite à en gérer un suivant. Et en fin de compte, je pense que maintenant, il nous faut une gestion beaucoup plus globale. Et la dernière chose, c'est-à-dire ouvrir un petit peu ces problématiques à l'eau, la nourriture et l'énergie, et également les ouvrir au niveau géographique. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de participer à cette conférence, parce que il faut qu'on voit le problème de manière beaucoup plus globale et qu'on cherche à résoudre des problèmes. J'aime beaucoup les slides qui ont été présentés par Kassem, parce que ça montre bien qu'en fin de compte, produire une tomate au Maroc, c'est peut-être plus logique que de la produire chez nous si on prend en compte le bilan de l'eau, le bilan de l'énergie et le bilan food. Et on voit bien qu'en fait, ce triptyque se cale bien là-dessus sur ce slide qui était très intéressant, je trouve. Exactement, c'est ce qu'on a appelé le nexus food, water, energy. Exactement. C'est très important. Et la dernière expérience que j'ai vue sur place aux Pays-Bas a montré que justement, les Pays-Bas se posent la question avec tous les pesticides. Il faut rajouter les pesticides dedans. Et ils ont un problème avec l'Union européenne et ne peuvent plus produire, ne pourront plus produire localement, alors qu'ils ont plein de serres, etc. Donc, l'idée, c'est de revenir au Maroc et voir un petit peu, est-ce que ce n'est pas plus logique de le faire chez nous? Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur ce nexus énergie, eau et merci beaucoup. En tous les cas, je vais donner la parole à l'audience. Si vous voulez bien donner ou ouvrir les micros pour les gens qui voudraient poser des questions. Amine, est-ce que tu peux ouvrir les micros? Entre-temps, avant qu'il ouvre les micros, peut-être que je veux juste un petit peu intervenir, peut-être poser la première question. Moi, Oui, je pense que nous devons rester confiants et croire dans la capacité de nos jeunes étudiants qui sont aujourd'hui dans les bancs de nos universités et dans nos business schools, parce que je pense que c'est leur capacité d'innover, de réinventer un monde qui va nous permettre tous ces problèmes. On peut être confiant dans le sens que, bon, ces questions d'énergie peut-être vont être la solution. Il y a des travaux qui se font sur la fission de l'atome à MIT qui vont peut-être réduire les coûts de l'énergie de manière drastique et aider ces questions de stress hydrique qui vont être structurelles. Donc, moi, le débat est extrêmement intéressant et je pense que le focus a été sur l'offre. Et bien évidemment, donc, un petit peu économiste, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, l'offre, c'est clair, elle est insuffisante, elle restera insuffisante puisque c'est structurel. Maintenant, par rapport à la demande, que pensez-vous du rôle de l'enseignement supérieur, de la business school, en termes d'avoir un impact sur la demande pour changer le comportement des gens? Et comment est-ce que vous voyez que la business school d'aujourd'hui ou l'université en général peut contribuer justement à mitiguer ce problème et le rendre plus approchable, parce que je pense qu'il y a des pays très riches qui consomment beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont en mesure de consommer peut-être le quart ou le tiers de ce qu'on voit en termes de consommation dans les pays des États-Unis et l'Europe. Donc, comment voyez-vous le rôle de la business school dans le futur? Comment est-ce qu'elle doit s'adapter de manière à ce qu'elle puisse avoir un impact, justement, cette problématique qui touche l'eau, mais qui touche le climat et l'environnement? Question ouverte à tout le monde. S'il n'y a personne, je parlerai, mais je laisserai nos amis peut-être. Je peux donner un élément. La réponse est double. Alors, il y en a une qui pourrait pas nous apparaître de prime abord, mais elle consiste à soulever les questions auprès de nos étudiants. Et là, je dirais auprès de nos étudiants, non pas comme de futurs professionnels, mais comme des citoyens, des consommateurs actuels. Donc, c'est aussi finalement un rôle de les sensibiliser à des questions à travers non pas des discours,
mais des faits scientifiques à travers la démarche scientifique. L'autre point, il s'adresse aux futurs professionnels, qu'on ne va pas devoir attendre. Hein, on va devoir commencer et finalement accepter aussi qu'ils nous bousculent dans leur questionnement, etc. Mais dans le cadre des formations, c'est qu'ils aient cette sensibilité, alors ce qu'a pu évoquer Guillaume, à des visions 360, hein, aussi qu'ils aient des cultures techniques, une ouverture d'esprit qui fait qu'ils vont se poser l'ensemble des questions. Et la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée générale du pôle de compétitivité valoriale qui couvre le Grand Ouest de la France sur les questions de production agricole, de transformation. Et ce qu'ils abordent en termes de responsabilité environnementale, etc., sociétale, des entreprises et des organisations, pour eux, l'innovation, elle devient technique et sociale. C'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde dans l'entreprise, il faut que tout le monde adhère au sein de l'entreprise sur ces questions-là pour que l'entreprise puisse se développer. Si elle ne se développe pas, l'entreprise, elle disparaît. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne va pas réussir à prendre en considération les questions de variation climatique, des fois, ils posent la question, mais qu'est-ce qui va se passer si on fait rien? Si on fait rien, si vous ne faites rien, vous allez disparaître. Et nos étudiants, à travers les formations qu'on va leur donner, ils vont pouvoir agir dans ce cadre-là et accompagner le développement, enfin leur développement en fait, hein, et le développement des entreprises dans lesquelles ils seront avec ces visions posées et qui ont aussi une culture scientifique qui leur permet de comprendre des choses comme ce qu'a pu nous montrer Kassem, hein, qui, effectivement, si on prend en compte, on nous dit souvent le transport, moi j'ai les choses récentes, hein, c'est les tomates qui viennent d'Espagne versus des tomates qui viennent du Maroc. Hein. Au Maroc, elles vont être en bateau, celles d'Espagne, elles vont être en camion, et le bilan carbone est meilleur sur le bateau que sur le camion. Et donc, il va y avoir des choses là qui seront vraiment intéressantes à voir, et puis cette ouverture d'esprit qui permettra d'aborder les problèmes et éventuellement trouver des solutions. D'accord. Merci en tous les cas. Je sais qu'il y a une question dans l'audience. Je vais donner la priorité à cette question-là. Est-ce que Mohamed El-Mkhaddam est avec nous? Parce que j'ai vu qu'il a levé la main. Le micro est ouvert, donc vous pouvez parler, Mohamed. Mohamed El-Mkhaddam. Allô? Oui, Allô? oui. Allez-y. Oui, je suis là, je vous entends. En quelque sorte, j'ai eu déjà un peu la réponse de ma question parce que je voulais dire finalement dans le cadre des conventions maroco-européennes concernant l'exportation de tout ce qui est fruits et légumes, moi je pense que vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. D'accord. Je vois que le Maroc, finalement, on se retrouve dans une situation où on exporte de l'eau vers l'Europe, si je peux dire. C'est vrai qu'il y a des valeurs ajoutées sur le commerce, voilà, mais ça impacte normalement notre réserve. Donc, mais j'ai vu que le monsieur a déjà discuté un petit peu de faire en quelque sorte une évaluation de tous les paramètres qui entourent le sujet pour voir est-ce que c'est bien d'avoir par exemple des tomates marocaines au lieu des tomates espagnoles. Ça c'est juste bon, c'était ça ma question ou bien ma remarque si je peux dire. Oui. Non, mais c'est bien. Je pense que cette question-là a été abordée. Je pense que ça mérite beaucoup de discussions parce que les gens parlent sans chiffres.
et non pas la Exactement. vision globale. Donc, on peut facilement mettre l'accent sur un point. En fait, en réalité, c'est une logique globale. Vous touchez à l'eau, vous touchez à l'économique, vous touchez à l'environnemental et vous touchez au social. Tout ça est lié et on ne peut pas juste prendre le social et dire voilà, le problème est là. Donc, c'est une logique globale qu'il faut traiter de manière globale. Et je pense que les quelques chiffres qu'on a eus aujourd'hui permettent juste de démystifier. Maintenant, le débat est ouvert. Hein, on peut en parler des jours et des jours, mais je pense que le débat pour nous se situe ailleurs. On est dans un continent qui est l'avenir de toute l'humanité. On n'est pas juste dans une logique de changement climatique seulement, on est dans une logique de développement durable de manière globale. Le social faisant partie de l'impact. On ne peut pas juste regarder l'environnemental tout seul, l'économique tout seul. Et donc, c'est les trois en même temps. Et tout l'art de créer de la valeur, c'est de dire quel optimum je peux trouver entre les trois impacts. Et il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un impact négatif quelque part. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste peut-être, si tu permets, Magid, Oui, bien sûr. de répondre à la question. Bon, en fait, j'ai deux questions, une réponse et une question en même temps, même si je présente, mais je vais poser la question pareil pour les collègues. La question la réponse pour Saad, le rôle de l'université, de tout ce qui est agro-business. Moi, je dis une chose, c'est pas parce que je fais partie de l'université, mais on faisait tous partie parce qu'on était des étudiants. Alors, je pense que le rôle de l'université, c'est quoi? C'est la formation, c'est la recherche, c'est le transfert de technologie. Et là, je pense au niveau mondial. Hein. Et je pense que maintenant, le modèle de l'université, l'ouverture, cette ouverture, on parle de cette ouverture, comme vous avez vu dans le modèle américain, c'est l'insertion des entreprises avec les universités dans des programmes de machine money et vraiment des projets sur le terrain et tout ça. Alors, moi, je pense que l'université n'est pas là aujourd'hui juste pour former les étudiants, mais aussi de transfert du savoir. Il y a des outils et vraiment aller faire de la recherche appliquée dans le terrain. Moi, je fais des statistiques, je fais de la recherche dans une field, mais je dis que toujours, et je vais le répéter, toujours, il faut aller faire la recherche chez le producteur, la réalité, parce qu'il faut donner des chiffres réels. Et oui, l'université doit s'engager dans ce sens-là, de s'ouvrir. J'ai une deuxième question, peut-être pour Qassem, parce que j'ai apprécié ce qu'il a présenté. Pour disons, le diagramme qui nous a montré que c'est vrai, on exporte des fruits et des légumes à l'étranger et vraiment le bilan en termes d'eau, c'est pas significatif, c'est-à-dire donc on est bien. Mais la question qui se pose pour l'export, l'offre et la demande, c'est vrai, là la problématique, c'est pas la problématique d'eau, c'est-à-dire qu'on a un problème avec les prix. Si on exporte, donc les prix à l'échelle nationale, ils vont augmenter. Donc, on a vécu ça cette année, hein, avec la tomate, avec l'oignon et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une interférence par rapport à… Alors, j'adore cette question. Je vais y aller direct. En fait, l'oignon, la pomme de terre, le problème n'est pas un problème d'export parce qu'on n'en exporte pas beaucoup. C'est un problème d'offre et de baisse d'offre à cause de la sécheresse, entre autres. Et donc, il y a moins de superficies qui sont cultivées, moins d'offres égale des prix plus chers, surtout quand la demande augmente également. En ce qui concerne la tomate, il faut bien savoir que les prix auxquels on était habitué à acheter la tomate ronde sur le marché local ont toujours été subventionnés par les prix que l'on peut obtenir au niveau de l'export. C'est-à-dire, on exporte 70% de tomates, 30% restent sur le marché local. Les prix de la tomate ronde sont exportés à un prix qui est largement au-dessus du prix de revient. La tomate qui reste sur le marché local, elle est vendue à un prix largement en dessous du prix de revient. Et qu'aujourd'hui, si on doit laisser toute la tomate du Maroc sans export, oui, on aura de la tomate, mais il y aura
le prix va être cher parce qu'il n'y aura plus de subventions de la part de l'État. La péréquation n'existe plus. Il y a une sorte de péréquation qui se fait naturellement tout au long de l'année. Le problème qu'il y a, et je peux vous prévenir que pour les prochaines années, il va être quand même très compliqué, c'est que là, on est rentré dans un ramadan en période d'hiver. La production de la tomate blonde, même sous serre, elle est beaucoup plus faible pendant les mois d'hiver. Et donc, pour les prochaines années, tant que le ramadan est pendant la période d'hiver, on risque d'assister au même problème qu'on a eu cette année, c'est-à-dire pas beaucoup d'offres et des prix qui sont faibles. Très bien. Mes amis, je pense qu'on est au bout d'une heure et demie. Je pense qu'on est arrivé un petit peu à ce que peut accepter un auditeur en termes de connaissances et de transfert de connaissances. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un plaisir en tous les cas. J'espère que ce débat a permis de générer des idées, des recommandations, même si elles ont été très superficielles, mais c'est des recommandations qui nous permettent peut-être de relancer d'autres débats autour des questions, soit du rôle de l'université, du rôle des business schools, du rôle de l'opérateur ou la présence des opérateurs de l'agribusiness au niveau je dirais, des recherches et au niveau de la participation avec l'État dans tout ce qui est politique publique, etc. Donc, revenir à ce nexus, pas ce nexus, mais cette triple hélice qui fait travailler les trois en même temps et tout le temps. C'est vraiment ce qui fait la force de cette triple hélice, c'est vraiment le faire, mais pas de manière juste formelle, mais le faire de manière approfondie et de manière systématique. Assurer la gestion du risque climatique est importante pour nous, d'autant plus que nous devons nous orienter vers quelque chose de plus résilient, d'une agriculture plus résiliente et plus durable. Comment y arriver? Je pense que le monde est en train de changer. Les choses de nos parents et de nos grands-parents changent. Elles ne sont plus sur le terrain. J'ai vu un commentaire sur le génome de quelques légumes. Apparemment, ce n'est plus le même que celui que mangeaient nos grands-parents. Nous ne sommes plus sur la même tomate ou la même pomme de terre. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes en train de changer. Nos corps s'adaptent à autre chose. Et je pense que l'homme en est responsable parce qu'il accélère le changement. Est-ce que notre corps peut absorber tout ça? Est-ce que nos opérateurs peuvent absorber également ce changement? Il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle d'agilité, on parle de… Est-ce que le rôle de l'école est de devenir plus agile? Est-ce que le rôle est de permettre aux étudiants de répondre à toutes ces problématiques de plus en plus rapidement? Et bien voilà, on n'a pas abordé un seul moment, on n'a pas touché à l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle sera un paramètre en plus à rentrer dans ces logiques-là, dans l'innovation, dans les drones, dans la compréhension de nos problématiques. Donc voilà, moi je termine sur ça. Je voudrais terminer sur une note optimiste en disant qu'en tous les cas, l'avenir est chez nos jeunes. À nous de les accompagner, à nous de leur donner les moyens de vraiment s'épanouir et innover. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je remercie l'ensemble des intervenants. Merci. Merci. Et au plaisir de vous revoir une autre fois. Merci. Merci, au revoir. Bye. ESCA, Shaping Leaders.